Donc, on entre dans le chapitre de la résistance au roulement. C'est quoi la résistance au roulement? Finalement, c'est la force qui joue contre le déplacement du cycliste dans son roulement entre le système qui est le vélo, le cycliste et tout ça, sur l'endroit sur lequel il roule, donc la chaussée. Évidemment, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte. Vous allez voir, c'est une dynamique qui est probablement plus complexe que vous pouvez penser directement. On va regarder, c'est sûr qu'on voit que c'est principalement avec les pneus que ça se joue là-dedans, qu'on va avoir quelque chose sur lequel on peut jouer. Vous allez voir qu'il y a un petit peu plus que ça aussi. Les facteurs d'influence de la résistance au roulement. Donc, évidemment, il va y avoir la surface de contact au sol. Évidemment, si tout est égal, surface de contact au sol qui va être plus raboteuse, donc justement, entre une asphalte neuve et du gravier concassé, oui, il y a une différence. Si tout est égal, le reste, il y a une plus grosse résistance au roulement sur une surface qui est moins parfaite. Ensuite, la masse du cycliste et son équipement. Encore là, si tout le reste est égal, oui, une masse plus grande du système, donc disons, du cycliste et de son équipement, va générer plus de résistance au roulement parce qu'il y a plus de masse d'appliquer justement sur le pneu, ce qui donne justement un peu plus soit de déformation, justement, ou moins grand retour d'énergie parce qu'il y a plus de masse sur les pneus. La souplesse du pneu, ou on pourrait dire, dans le fond, la qualité du pneu. Ça, vous allez voir, ça a une grosse, énorme influence sur la résistance au roulement. On va s'y attarder plus loin. La pression d'air aussi, vous allez voir, c'est énorme, la différence que ça peut faire, le bon choix de la pression. La largeur du pneu, évidemment, de le choisir en fonction de la surface du sol. Vous allez voir, il y a peut-être des choses aussi qui sont contre-intuitives là-dedans que vous ne doutiez pas. Et aussi, le système de rétention d'air. J'écris le tube, donc justement que ce soit un tube, donc que ce soit aussi le matériel qui est utilisé pour le tube, donc si c'est du caoutchouc, du latex, l'épaisseur, si c'est un tubeless, si c'est un boyau, les différences, dans le fond, entre les systèmes de rétention d'air. On va un peu plus regarder ça. Et pour mettre des chiffres, justement, monsieur tout le monde, j'ai mis, justement, on parlait un pneu très résistant aux crevaisons, tout ça, un facteur de, un coefficient de résistance au roulement. On va regarder ces chiffres-là plus en détail plus tard, mais de 0,7. Donc, avec un facteur de résistance de 0,7, ça représente 95 watts pour la vitesse du record de l'heure qui est de 55,089 km/h. Donc 95 watts sur son 1089 finalement. Tandis que Victor Campenaerts, lui, avec des pneus beaucoup plus optimisés, tombe à un coefficient de résistance au roulement de 0,25, ce qui représente seulement 30 watts à 55,89 km/h. Pour donner des chiffres un peu plus exhaustifs à travers les différentes plages, dans le fond, de vitesse. C'est là aussi qu'on va voir que vraiment, il va y avoir une grosse différence par rapport au chapitre précédent sur la résistance, dans le fond, mécanique. Résistance mécanique, il pouvait avoir des grosses différences, surtout quand on arrivait dans les hautes vitesses. Pourquoi? Parce que c'est un pourcentage de la puissance et que là, dans le fond, monsieur, tout le monde, pour garder la même vitesse, devait développer beaucoup plus de puissance. Donc, en plus que le pourcentage était plus élevé, la puissance aussi était plus élevée. Fait que quand on arrivait dans des vitesses plus hautes, ça faisait un plus grand écart, dans le fond, entre monsieur tout le monde et Victor Campenaerts. Mais quand on regarde de façon plus pratique aussi, ce chapitre-là, là, on calcule vraiment, c'est beaucoup plus en fonction de la vitesse et de la masse aussi. Si on regarde justement, c'est plutôt que tout à l'heure, dans des vitesses plus basses de 15, 20, 25, 30 km/h, la différence, dans le fond, entre l'optimisation pour la mécanique, finalement, la perte mécanique perfection, était beaucoup plus petite. Là, on regarde pour des pneus dans des vitesses de croisière, disons, accessibles pour monsieur et madame tout le monde, 20, 25, 30, 35 km/h. On regarde 23, 29, 36, 41 watts de différence. Là, c'est quelque chose qui, dans les faits, dans le fond, c'est concret, dans des vitesses accessibles à tout le monde, fait une pas mal plus grosse différence. Donc, il y a des gros gains à aller chercher là. Donc, avec ça, on va regarder. Puis justement, si on regarde justement à 55,89, c'est la différence de 700 quelques watts entre tout le monde qui devait développer 1089 watts pour atteindre 55,89 versus 340 pour Victor Campenaerts.
Ben, la différence entre les deux, ben, 65 watts est due, de cette différence-là, 65 est due à la résistance au roulement. Donc, on commence par le premier facteur qui influence la résistance au roulement dans le pneu. On va parler justement de la déformation du pneu. Donc, c'est un concept qui, je pense, qui est connu de la majorité des gens, mais qui n'est pas nécessairement compris. Donc, je vais faire la comparaison avec un ballon qui rebondit au sol. Si on regarde un pneu, justement, qu'est-ce qui se passe quand il rentre en contact au sol en roulant? On le voit sur le dessin, finalement, il va arriver avec une compression. Quand il va arriver au sol, il va avoir finalement une partie du pneu qui va se compresser, qui va absorber de l'énergie. Et quand on arrive vers l'arrière, là, il va reprendre sa forme, justement, quand il va arriver, qu'il va passer à travers le roulement, il va relâcher l'énergie, finalement. Un peu comme un ballon. Si on le prend, on le tient à une certaine hauteur, on le relâche. Quand il fait contact avec le sol, qu'est-ce qui arrive le ballon? Il se déforme, il se compresse, et arrive à un certain point, finalement, quand il reprend sa forme, relâche l'énergie, justement, pour rebondir. Donc, finalement, c'est que si on prend ça, par contre, qu'est-ce qui arrive quand on prend le ballon et on relâche? Est-ce qu'il rebondit jusque dans nos mains? Non, il va rebondir plus bas. Il ne va pas remonter aussi haut. Pourquoi? Parce que finalement, il y a une perte d'énergie. L'énergie cinétique qu'il y avait dans le ballon, finalement, une fois qu'il y a eu la déformation du ballon, il va avoir une perte d'énergie dans la déformation qui va faire que l'énergie cinétique qui va faire le remonter va être moins grande finalement. Donc, c'est là qu'il y a une perte au niveau de l'énergie. Comment que cette énergie-là, elle est perdue finalement, que ce soit au niveau du ballon ou au niveau du pneu, parce que le pneu, c'est un peu la même chose. C'est un peu comme le ballon, le devant de la page de contact au sol est comme le ballon qui compresse, et l'arrière, l'énergie qui veut retourner, qui en retourne, mais qui est moins grande que l'énergie qui a été rentrée dans le système. Où est-ce que cette énergie-là est perdue? Ben, si on regarde à l'intérieur du pneu, quand il y a une déformation, finalement, qu'est-ce que ça crée? Toutes les couches de construction du pneu, justement, les couches de lamination. Si on a une chambre à air, justement, la friction entre le pneu et la chambre à air, tous les fils au niveau de la carcasse qui s'entremêlent, qui bougent ou quoi que ce soit, tout ça crée une friction, finalement. Donc, quand il y a de la friction, qu'est-ce qui arrive? C'est que finalement, ça prend de l'énergie cinétique du mouvement et là, la transforme avec la friction en énergie thermique. Donc, finalement, il y a de l'énergie cinétique qui est perdue en énergie thermique. L'énergie cinétique nous aide dans le déplacement. L'énergie thermique, effectivement, ne nous aide pas. Et finalement, c'est ça, c'est qu'il y a une perte entre l'énergie d'entrée et l'énergie de sortie. Donc, si on regarde justement quels sont les différents facteurs, qu'est-ce qui peut faire que va avoir justement plus ou moins de résistance à la déformation? On le disait, s'il va avoir un pneu de plus haute qualité, un pneu de plus haute gamme, il va souvent être plus mince, il va avoir moins de couches de lamination, moins d'épaisseur. Donc, un pneu de haute qualité va être capable de réduire la friction dans la construction du pneu à la déformation finalement. Donc, il va avoir un retour d'énergie qui va être plus grand parce que, vu qu'il y a moins de friction, il y a moins d'énergie qui est perdue entre l'entrée et la sortie. Sinon, un autre facteur qui est à la base, disons, d'un des plus grands mythes, à mon avis, au niveau de la performance en vélo, c'est au niveau de la déformation, c'est-à-dire la quantité aussi de déformation. Parce que historiquement, quand on regarde justement au niveau des tests de résistance au roulement qui étaient faits en laboratoire, on peut observer ça finalement, que plus la pression des pneus est augmentée, plus la résistance au roulement techniquement diminue. La raison est assez simple. Pourquoi? Oui, on a dit un des facteurs les plus importants, c'est la friction justement dans le pneu. Donc oui, la qualité du pneu fait une grosse différence. Mais si on augmente la pression, on diminue la quantité de déformation. Donc, finalement, si on diminue la quantité de déformation, il y a moins d'énergie qui est perdue entre l'entrée et la sortie, parce qu'il en absorbe moins, donc il en perd moins aussi. Donc, quand on regardait justement les résultats de laboratoire, ça donnait toujours ça, que plus on augmentait la pression dans les pneus, plus on diminuait la résistance au roulement. Et là, ben justement, ça mène au mythe qui est justement de dire plus on gonfle les pneus, plus c'est rapide.
Mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Il y a un autre facteur, parce que ça, finalement, c'est bien beau sur un test en laboratoire. Ça calcule justement seulement la résistance, dans le fond, au roulement par la déformation. Mais ça, c'est moins de la moitié de l'équation totale de la résistance au roulement qui se passe à l'extérieur. Il y a d'autres facteurs et on va les regarder dans les prochaines vidéos. Donc là qu'on a regardé la résistance à la déformation du pneu, on va regarder justement comment que ça se passe dans la réalité. Parce que si on regardait justement les tests de résistance à la déformation en laboratoire, c'est, comme on disait, cette courbe-là qu'on pouvait observer. C'est-à-dire que plus on augmente, plus le pneu y est rigide, plus le pneu dans le fond est à haute pression, plus que la résistance au roulement diminue. Par contre, dans les dernières années, quand on commençait à pouvoir faire des tests à l'extérieur, là, on a commencé à observer quelque chose de complètement différent. On regardait justement et on arrivait avec des courbes vraiment, vraiment différentes. Qu'est-ce qui arrivait? Bon, on va regarder un premier exemple, la courbe verte, qui est les mêmes choses avec les mêmes pressions d'air pour le même cycliste, mais sur un asphalte neuf. Donc, on regardait finalement, au départ, on regarde la courbe qui diminue, qui est un peu dans le même sens que la courbe théorique observée en laboratoire, mais quand même plus haut. Donc, toutes les résistances au total sur toute la longueur sont plus hautes que ce qu'on pouvait observer simplement en laboratoire. Mais ce qui était le plus marquant, c'est qu'arrivant à une certaine pression, on voyait ça descend, ça descend, ça descend. Et là, rendu à une certaine pression, à un moment donné, la pression réaugmentait. Donc, on part d'une pression très basse, plus on augmente la pression dans les pneus, à un moment donné, la diminution, la résistance au roulement diminue graduellement. Et arrivé à un certain point où que là, on continue à mettre de l'air dans les pneus, on continue à augmenter la pression, à un moment donné, la résistance au roulement réaugmente. Et non seulement réaugmente, elle réaugmente de façon encore plus drastique. Elle augmente, dans le fond, la courbe qui remonte est plus prononcée que la courbe descendante avant. Donc, puis là aussi, ce qu'on voyait, c'est que, bon, finalement, dans cette courbe-là, ce qu'on voit, finalement, le point le plus bas, c'est là où la résistance au roulement était le plus bas. Donc, la pression idéale. Donc, ce qui arrivait, c'est que plus de pression que ça, la résistance au roulement augmentait, et moins de pression que ça, la résistance augmentait. Donc, on avait vraiment un point où finalement, il y avait la résistance le plus bas, la pression idéale, finalement. Mais là, on voyait que cette même pression idéale n'était pas le même en fonction de la surface de roulement. Donc, on a le même pneu, les mêmes différentes pressions d'essayer, mais quand on arrivait sur, au lieu de la ligne verte, une asphalte neuve, on arrivait sur une asphalte plus usée, la ligne jaune, on observe un peu la même genre de courbe, mais évidemment, toutes les résistances globales au total sont plus grandes, mais aussi le point de bascule, le point de cassure, où on va avoir la résistance le plus bas, et que là, justement, plus de pression que ça, la résistance augmente et moins de pression que ça, la résistance augmente. Dans le fond, le point idéal. On voit aussi qu'il y a bifurqué, qui est différent, qui est dans le fond, qui se situe à une pression des pneus plus basse aussi. Donc, l'idéal, le point de pression des pneus idéal n'était pas le même en fonction de la route. Et on parle de résistance au roulement total. Et même dans le cas de la ligne rouge, ça, c'était une asphalte comme machinée, tu sais, une asphalte comme machinée avant un resurfaçage, donc vraiment beaucoup plus abrasive, moins lisse. Là, il arrivait même le point où dès qu'on augmentait la pression des pneus, la résistance au roulement était plus grande. Finalement, on partait d'une pression plus élevée et on diminuait. Et plus qu'on diminuait, il y avait toujours une réduction, jusqu'à temps qu'arrivait à mener une pression tellement basse que la crevaison était inévitable. Donc, même que la pression optimale pour la performance était plus basse que la pression qu'on pouvait réellement utiliser sans qu'il y ait de crevaison. Donc, qu'est-ce qui se passe avec ça? Puis là aussi, on va remarquer que si on faisait des comparatifs, on regardait, bon, on disait, si on augmentait par rapport au point idéal de pression, si on augmente la pression dans les pneus, la résistance augmente, et si on diminue aussi par rapport à la pression idéale, on va même regarder aussi que
Si on trouvait, comme exemple, sur un asphalte neuf, qu'on disait au point de résistance au roulement le plus bas, sur l'asphalte neuf, dans ce cas-là, ça donnait une résistance au roulement totale de 43 watts. Si on prenait cette pression des pneus-là idéale et on enlevait, donc on roulait 10 PSI, plus basse pression que la pression idéale, ben, on tombait à 44 watts de résistance. Donc, 1 watt plus de résistance au roulement avec 10 PSI trop mou que l'idéal. Mais 10 PSI plus dur que l'idéal, ça donnait une résistance 9 watts de plus à 52 watts. Donc, finalement, si vous n'êtes pas sûr de la pression idéale, c'est mieux de se tromper avec une pression 10 PSI insuffisant que 10 PSI de trop. C'est le monde à l'envers par rapport à ce qu'on se fait inculquer par les mythes depuis toujours dans le monde du vélo. Donc, et on regarde justement les points, même chose justement pour sur de l'asphalte plus usé, même chose, moins de pression dans les pneus était moins pire que trop de pression dans les pneus. Et là, qu'est-ce qui se passe finalement? Pourquoi que le point, dans le fond, qu'est-ce qui arrive? Pourquoi que ce point-là, justement, pourquoi la résistance au roulement réaugmente rendu à une certaine pression? Et c'est là qu'on arrive avec le principe de l'impédance. Pour expliquer ce qui se passe, on va donner justement un exemple d'une roue qui va passer par-dessus une imperfection de la route qui est de 5 mm d'épaisseur. Donc, on le disait, quand on va rouler sur quelque chose, ben justement, la déformation du pneu, on disait, c'est de l'énergie cinétique qui rentre dans le pneu, qui rentre dans la déformation du pneu, qui ressort par la reformation du pneu par l'arrière. Donc, ce qui arrive, c'est que si on gonflait les pneus au maximum, on va dire qu'il y avait moins de pertes par déformation du pneu. Par contre, dans la réalité, qu'est-ce qui arrive? C'est que finalement, si le pneu ne se déforme pas, c'est qu'il faut que tout le système, pour passer par-dessus l'imperfection de 5 mm, tout le système finalement doit se lever finalement, doit monter vers le haut pour passer par-dessus. Par rapport à si on roule avec moins de pression, où est-ce que là finalement, tout le système a bougé beaucoup moins, mais que le pneu a plus de déformation. Donc, qu'est-ce qui se passe finalement? C'est qu'ici, l'imperfection finalement de l'énergie, l'énergie cinétique qui est absorbée par l'imperfection de la route et passe beaucoup plus dans la déformation du pneu. Donc, la déformation du pneu est plus élevée, la résistance à la déformation du pneu est plus élevée dans ce cas-là que dans ce cas-là. Mais, rien ne se perd, rien ne se crée. On le disait, si le pneu est gonflé plus élevé, c'est qu'il en absorbe moins aussi. Donc, finalement, rien ne se perd, rien ne se crée. C'est juste que toute cette énergie-là est plutôt transférée vers le reste du système, c'est-à-dire le cycliste, son équipement, le vélo et autres. Tout le reste, finalement, toute cette énergie-là, au lieu d'être absorbée par les pneus, est transférée au reste du système. Qu'est-ce qui arrive, justement? Ben, on disait l'exemple du ballon. Quand on relâche le ballon, il y a un retour d'énergie qui n'est pas de 100%, mais qui est quand même considérable. Le reste du système, finalement, le vélo, le corps ou quoi que ce soit, toute l'énergie qui n'est pas absorbée par les pneus dans le déplacement est absorbée par le reste du système qui donne un retour d'énergie à peu près nul. Donc, finalement, l'énergie cinétique qui est transférée dans le système autre que les pneus retourne à peu près pas d'énergie, l'absorbe tout et le perd en énergie thermique, en mouvement ou quoi que ce soit, tout le reste, mais il n'est pas retourné, contrairement à un pneu qui lui va avoir un retour d'énergie qui est beaucoup, beaucoup plus grand. Donc, finalement, on arrive à un point où c'est toujours une balance entre les deux. C'est-à-dire que à très très basse pression, oui, la résistance par la déformation du pneu va être beaucoup plus élevée, mais la perte par impédance va être beaucoup plus basse. À l'autre extrême inverse, à une très très haute pression, la perte par déformation du pneu est minime, mais la perte finalement par impédance est plus élevée. Et là, ben, dans le fond, la pression idéale se situe dans le fond dans la balance entre les deux, où il n'y en a pas un qui va avoir un effet disproportionné par rapport à l'autre. C'est là qu'on va regarder justement, et c'est là aussi que d'une surface à l'autre, d'une largeur de pneu à l'autre, d'une qualité de pneu à l'autre, cette pression-là, dans le fond, peut varier.
Mais tout ça, dans le fond, c'est pour montrer un peu l'effet que il va y avoir deux effets sur la résistance au roulement, qui est, oui, la déformation du pneu, mais aussi l'impédance qui explique pourquoi des hautes pressions sont souvent moins rapides et aussi pourquoi que sur des surfaces plus accidentées, les pressions idéales sont plus basses et aussi que, dans le fond, la résistance au roulement général est plus grande. Donc, on va parler de construction du pneu. À quel point qu'un pneu de haute qualité peut faire une plus grande différence sur la résistance au roulement et donc sur la performance. On l'a vu justement, il y a des tests en laboratoire qui peuvent être faits sur différents pneus. Oui, c'est une partie de l'équation, mais au moins ça va nous donner une différence dans le fond si on veut comparer deux pneus. Oui, la partie après ça pour l'impédance va être quelque chose qui va s'ajouter, mais on peut quand même calculer finalement la différence de performance entre deux pneus et le quantifier en termes de watts, en termes de vitesse. Donc, on va regarder la différence entre un pneu, dans ce cas-là, un Continental Grand Prix 5000 en version tubeless et un Continental Gatorskin Hardgel. Deux pneus qui sont assez populaires pour des raisons relativement différentes. Un pneu Grand Prix 5000, c'est reconnu comme étant un pneu performant. Un Gatorskin est populaire plus pour sa résistance aux crevaisons et sa durabilité. Plusieurs vont avoir des Gatorskin en se disant de toute façon, à quel point ça fait une différence d'avoir vraiment un pneu plus haute performance pour sacrifier de la fiabilité. Donc oui, la fiabilité, c'est effectivement un point qui est toujours à considérer dans l'achat d'un pneu. Mais qu'est-ce qu'on laisse sur la table en termes de performance et est-ce que ça vaut la peine? On va faire justement des calculs. On va regarder parce que on regarde justement Monsieur Tout-le-Monde, s'il avait à passer avec des pneus Gatorskin, au départ, dans le fond, dans les scénarios de départ, il y avait des Continental Gatorskin. Et il change ses pneus. Donc, la seule ajout, la seule modification qu'il fait sur tout son scénario d'origine, c'est d'acheter des pneus plus haut de gamme. Tout le reste devient identique. Le reste reste identique. C'est la seule chose qui change. Ben, sur le 55,089 km/h, à cette vitesse-là, il sauve 47 watts. Donc, il y a 47 watts de moins à pousser sur les pédales pour aller à la même vitesse de 50,089 km/h avec les nouveaux pneus. Bon, on va ramener ça à une vitesse plus standard, plus accessible pour tout le monde. 30 km/h, c'est 26 watts de différence. Donc, si vous roulez 30 km/h avec des Gatorskin, bien, si vous changez, tout le reste est égal, mais vous changez pour des pneus Grand Prix 5000, vous avez 26 watts de moins à développer pour rouler au même 30 km/h. C'est immense. C'est pour la différence d'un, pour le prix que ça va coûter, mais la différence de performance est très, très, très grande. Qu'est-ce qui explique ça finalement? Parce que deux pneus, la même pression, la même largeur, tous les mêmes paramètres. Bon, on parlait de souplesse du pneu. Un pneu Gatorskin, c'est un pneu qui est très rigide. Va avoir beaucoup justement de couches de fabrication, beaucoup plus de friction. La déformation du pneu va justement enlever beaucoup plus d'énergie parce que, étant donné qu'il est rigide et qu'il y a plus de couches de fabrication, va avoir plus de perte d'énergie par friction quand il va avoir la déformation. Et non, c'est absolument non négligeable. On le voit, c'est 26 watts à seulement 30 km/h de différence. C'est très, très, très grand. On continue justement. Si on regarde, on va expliquer un peu c'est quoi, qu'est-ce que ça représente. Parce que là, on reste un petit peu plus dans le théorique. C'est quoi ces chiffres-là de coefficient de résistance au roulement, le CRR 0,00267. Et là, on voit justement que la différence entre les deux du chiffre est de 0,00340. Donc, pour imager c'est quoi ce coefficient-là, il faut penser que, on va y venir plus tard, mais que la masse, dans le fond, agit de façon linéaire, tout comme la résistance au roulement. Donc, agit de la même façon que la pente. Et finalement, c'est de dire un coefficient de résistance au roulement agit de la même façon qu'un niveau de pente. Il représente le même chiffre. C'est-à-dire que si on prend un Grand Prix 5000 justement à 0,00267, c'est la même résistance au roulement
qu'on va avoir que de rouler sur une pente de 0,267% de pente. Donc, si on fait la différence entre les deux, ben 0,00340. Si on a deux personnes qui ont tous les mêmes autres paramètres, le même poids, même vitesse, tout ça entre les deux, justement, il y en a un qui roule avec des Gatorskin et l'autre avec des Grand Prix 5000. Celui qui a des Gatorskin, c'est comme s'il roulait sur une pente de 0,34% de plus que son compatriote à côté de lui qui a des Grand Prix 5000. C'est grand là, comme différence. Ça peut paraître pas beaucoup une pente, mais c'est comme si on combattait toujours une pente de 0,34% de plus que notre voisin qui a tout, le même poids, tout le reste, le même équipement, la même aérodynamique. Juste à cause des pneus, nous, il faut combattre une pente de 0,34% de façon constante. Dans le fond, la résistance équivalente. Qu'est-ce que ça représente 0,34% pour le fun? Ben, c'est comme une pente éternelle de 0,34% de différence qui donne, si vous sortez 70 km, ça donne l'équivalent de grimper 244 mètres de dénivelé positif, qui est l'équivalent de grimper 2 fois Camillien Wood. Donc bref, si vous roulez 70 km avec des Gatorskin versus des Grand Prix 5000, vous dépensez l'énergie équivalente à grimper 2 fois Camillien Wood. Sur 180 km ou un Ironman comme à Mont-Tremblant, c'est 612 mètres d'équivalence de différence entre les pneus de dénivelé positif. Donner une idée, la Moses de montagne que vous passez à côté, elle a un dénivelé positif de 595 mètres. Donc, vous finissez votre Ironman, ben, vous équivalez, au niveau énergétique, vous vous épargnez une grimpe du Mont Tremblant complète. Et on va même aller encore plus loin dans l'exagération. Sur une distance Montréal-Québec de 300 km, c'est plus d'1 kilomètre de dénivelé positif que ça va équivaloir. Donc, vous allez terminer une altitude qui est 200 mètres plus élevée que le Mont-Saint-Anne une fois rendu à Québec. Donc, on a déjà abordé dans le fond, le sujet de la pression des pneus quand on a parlé justement de l'impédance versus la résistance par la déformation du pneu. On établit que finalement, la pression idéale se situe entre justement les deux. Donc, une pression trop élevée va offrir plus de résistance en raison d'une surcharge dans le fond de la résistance par impédance. Et une pression trop basse va offrir une résistance plus élevée en raison de la surdéformation du pneu et que la pression idéale se situe dans le fond à la balance entre les deux. Bon, comment trouver cette balance-là? C'est ce qu'on va regarder un peu plus loin et aussi on va regarder en premier, c'est quoi les facteurs qui vont influencer où se situe, à quelle pression dans le fond se situe cette pression idéale-là. Donc on va regarder les facteurs qui influencent quelle pression qui va être idéale pour vos pneus. Le premier, c'est évidemment la surface de roulement. On l'a vu, la pression la plus performante va être plus basse si on arrive sur une surface qui va être moins lisse, justement, qui va être plus raboteuse, que si on arrive sur une surface qui est très lisse. Donc, tout étant égal, une surface très lisse comme un vélodrome, oui, la pression idéale va être plus élevée que si on arrive sur du gravier. Même si on regarde tous les mêmes pneus, tous les autres facteurs sont égaux. Donc, le prochain facteur, en plus, le volume du pneu. Donc, oui, tous les autres facteurs égaux, plus le volume du pneu est élevé, plus la pression idéale va être basse. Donc, si vous avez changé vos 700 par 25 pour 600 par 28, si vous gardez la même pression, bien, fort probablement que justement, vous avez déplacé, vous êtes une pression qui est vraiment trop élevée par rapport à l'idéal. Tout étant égaux, tous les autres facteurs étant égaux, il faut que la pression d'un pneu plus volumineux soit prise en compte et plus il est volumineux, plus la pression va être basse, idéale. Mais aussi, ce qu'il faut faire attention, c'est que c'est le volume mesuré. Ça, c'est une différence aussi parce qu'on va le voir plus tard, il y a des calculateurs, mais il n'y a pas seulement la mesure nominale du pneu. C'est-à-dire que si vous avez un pneu 700 par 25, par exemple, bien, dépendant de la largeur de la jante, un pneu par 700 par 25 sur une plus vieille jante, si on prend la mesure, on prend justement une règle ou quoi que ce soit pour mesurer la réelle largeur, sur une jante plus ancienne, ça se peut qu'il mesure 25 mm de large. Mais si on arrive sur des jantes plus modernes, où ce que là,
la jante et l'appui justement des pneus est plus large, bien, ça fait augmenter le volume du pneu. Pour le même pneu qui est nominalement 700 par 25, oui, le volume intérieur est plus élevé. Donc, pour le même pneu, si on change pour une jante plus large, étant donné que le volume est plus élevé, il faut aussi diminuer la pression. Donc, le volume du pneu rentre en ligne de compte, mais c'est vraiment important que c'est le volume mesuré, parce que ce n'est pas juste ce qui est écrit sur le pneu qui va décrire, dans le fond, le volume, la largeur du pneu. C'est réel, dans le fond, avec quel type de jante sur lequel on va l'installer. Ensuite, évidemment, la masse du système. La pression idéale, plus que le cycliste ou son équipement et tout va être massif, donc va être lourd, oui, plus ça va faire migrer la pression idéale vers le haut, évidemment. Une personne qui va être plus légère, un vélo plus léger, tout son ensemble qui serait plus léger, va descendre vers le bas, la pression idéale. Et ensuite, là, on va parler des crevaisons. Parce qu'il y en a qui vont dire justement, ouais, on va une pression trop basse. Est-ce que ça ne va pas nuire justement mes chances de faire des crevaisons par pincement? Potentiellement, oui, mais je vais amener un autre point. Premièrement, la pression idéale, normalement, si vous avez le bon volume de pneus, non, ça ne sera pas un problème réel. Deuxièmement, ça c'est oui, plus on a une pression basse, plus on est enclin à faire des crevaisons par pincement. Par contre, plus on a une pression élevée, plus on a des chances de faire des crevaisons par perforation. Parce qu'une pression élevée, un pneu dur, lui, si on roule sur un objet qui va être coupant, tranchant, va avoir beaucoup plus de facilité à perforer le pneu que si on a un pneu justement qui est mou, qui va juste souvent absorber l'imperfection ou l'objet tranchant. Il n'y aura pas de crevaison. Donc, l'idée de dire que plus haute pression, moins de chances de faire des crevaisons, absolument pas. Souvent, ça va juste changer le type de crevaison qu'on peut avoir, mais en fait, aussi, ultimement, c'est beaucoup plus la construction du pneu qui va faire une différence. Mais, comme je dis, c'est non d'aller arriver à une pression plus basse que ce que vous voulez d'habitude. N'ayez pas peur des crevaisons par pincement. Si ça devient un problème, c'est beaucoup plus parce que, mettons, vous avez un pneu qui est trop étroit par rapport à la surface sur laquelle vous roulez. Donc, et on continue aussi, bon, il peut avoir un certain niveau de distribution de poids. Donc là, on parle justement, est-ce qu'on met autant de pression dans les pneus en avant et en arrière? Souvent, oui, je mets un peu moins justement de pression. Ça peut être un 4 à 5 PSI de moins dans le pneu en avant. Puis ça dépend de la dynamique. Une personne qui va avoir une position plus relevée va avoir plus de masse en proportion à l'arrière qu'à l'avant du pneu. Donc, la différentielle peut être un petit peu plus élevée. À l'inverse, mettons une position comme en triathlon contre la montre, position qui va être très penchée par l'avant, une position plus agressive, bien là, la répartition de poids peut être proche de 50-50, donc la pression des pneus va être égale dans les deux pneus. Donc, on peut ajuster en conséquence. Mais disons que je ne fais pas une si grosse différence que ça entre la pression de pneus avant et arrière, aussi parce qu'il y a un côté dynamique. Donc, soit je me suis ramassé qu'il y en avait qui faisaient des grosses différences de pression. Disons qu'on mettait 10 PSI de moins dans le pneu d'en avant que dans le pneu d'en arrière. Ça faisait quelque chose d'idéal, oui, peut-être si on était à une position assise. Mais là, le problème, c'est que dès qu'on arrivait dans une grimpe où on se levait, où on remettait le poids un peu plus par en avant, là, tout à coup, le pneu en avant écrasait un peu trop et ça devenait un problème. Donc, oui, on peut mettre une différence, mais je ne fais jamais des énormes différences de dire de 10-15 PSI. On va regarder de toute façon dans le calculateur qui va le faire un peu à notre place. Fait que ça, on va regarder ça un petit peu plus tard. Là aussi, ce qu'il faut penser, c'est d'évaluer le parcours dans son ensemble. Parce que là, tous les facteurs que je vous ai montrés ben, sont à peu près tous variables dans le temps. C'est-à-dire que la surface de roulement, ben, sur toute votre randonnée, peut-être que vous allez rouler sur une section qui va être en asphalte absolument neuve, puis un peu plus tard, qui va avoir de l'asphalte usé, puis plus tard, peut-être même une section de gravier. Donc, c'est où qu'on jauge? Parce que là, la pression idéale dans toutes ces situations-là va être différente, mais on ne peut pas changer notre pression à chaque fois, finalement. Donc, comment qu'on va gérer finalement ces variations-là? Même le pneu, lui, par contre, bon, ça ne va pas changer à travers la randonnée. La masse du système peut changer un petit peu si vous laissez un petit peu de masse, mais en général, c'est quelque chose qui va être assez stable. Donc, c'est surtout au niveau de la surface de roulement. Donc, c'est d'évaluer le parcours dans son ensemble. Et je dirais qu'en général, un peu comme on disait que c'est moins pire d'avoir moins de pression que d'avoir trop de pression, j'aime toujours mieux, en général, c'est souvent un meilleur conseil pour la performance
et pour la durabilité du pneu et pour tout le reste, de viser peut-être un petit peu trop bas que trop haut. C'est-à-dire que si vous dites, moi sur mon randonnée, je vais rencontrer et de l'asphalte neuf et de l'asphalte utilisé et du gravier, bien, au lieu de prendre la pression moi, dans le milieu ou en fonction de l'asphalte neuve, j'irais plus selon un peu le pire cas finalement, en fonction du gravier. Donc, à moins que ce soit vraiment une très faible partie de la randonnée, on va plus viser peut-être parmi les pires conditions, dans le fond, qui nécessitent la plus basse pression, que de y aller en fonction des meilleures conditions. Ça va être au total plus efficace. Donc, et dans la prochaine capsule, justement, on va regarder, parce que là, on sort, oui, plus haut, plus bas, quoi que ce soit. C'est quelque chose que je vous encourage vraiment aussi à jouer avec, mais ça va être de regarder, si vous voulez partir d'une base excellente, dans la prochaine capsule, je vais vous parler du calculateur de pression sur le site web de Silca, qui est vraiment, pour moi, la meilleure référence, si vous voulez, un bon point de base. C'est fait par une personne, justement, qui est une tête d'affiche dans la recherche et développement au niveau de la pression des pneus, qui fait ça depuis des années et des années. C'est vraiment un génie au niveau de lui, de la résistance au roulement. Donc, dans la prochaine capsule, je vous regarde comment utiliser ce calculateur-là pour arriver avec une bonne pression des pneus. Donc, dans cette vidéo-là, je vais vous montrer ce que je trouve être de loin le meilleur calculateur estimateur au niveau des pressions des pneus optimales, qui est sur le site web de Silca, qui est une compagnie à la base de pompe, mais qui est une compagnie vraiment d'ingénierie incroyable. La personne qui est derrière ça, c'est vraiment une personne qui est à la fine pointe, justement, qui est une des têtes au niveau de la recherche, au niveau de la résistance au roulement. Et donc, justement, on va regarder un peu comment l'utiliser. Donc, on va regarder, il va y avoir vraiment plusieurs choses à remplir. C'est ce qui fait justement aussi que ce calculateur-là est très efficace parce qu'il est très complet. Donc, on va commencer justement à remplir. On va commencer par la première chose, qui est le poids total du système. Je mets l'emphase sur le système. Souvent, il va y avoir des chartes de référence de poids en fonction du poids du cycliste. On va dire, ah, si on pèse 150 livres, on doit mettre tant de PSI. Le pneu, lui, il reçoit une charge. Il ne fait pas la différence si c'est de la charge, en de la masse corporelle, ou du vélo, ou des accessoires. Donc, il faut vraiment avoir tout le poids du système au complet là-dedans. Donc, si vous avez, même si vous êtes léger, si vous avez un vélo lourd, ben, ça rentre en ligne de compte. Donc, la meilleure façon de procéder, ce serait vraiment de s'habiller avec tous les vêtements, les accessoires, tout ce que vous allez avoir dans les poches. Le vélo complet avec le sac de sel, les bidons remplis d'eau, quoi que ce soit. Donc, tout le poids total que vous allez vous mettre sur une balance finalement pour le mesurer. Donc, je vais rentrer ici un poids un peu fictif. Finalement, on va dire 180 livres que j'ai mis justement en impérial. Il peut être en métrique, évidemment. Et on va ensuite arriver dans la surface. Donc, finalement, sur la surface de roulement sur laquelle on va rouler, sur la chaussée. Si vous n'êtes pas trop sûr, parce que si vous regardez, il y a quand même plusieurs choix. Bon, il va y avoir juste ici le guide au niveau des surfaces, qui va avoir tous des exemples un peu. Si vous regardez justement, bon, une piste à l'intérieur sur du bois franc, une piste asphaltée extérieure, dans ce fond, de l'asphalte qui est complètement neuve, de l'asphalte un peu usé, ça je dirais, au Québec, on est beaucoup là-dedans, évidemment, sur la route. De la gravel de catégorie 1, qui va être un peu comme le petit train du Nord, quelque chose qui se fait normalement bien avec un vélo de route quand même, quelque chose qui est assez tapé, assez fin. On va avoir aussi, bon, du pavé, dans le fond, de l'asphalte très endommagé, finalement, jusqu'à du gravel de catégorie 2, qui va être plus comme des routes non pavées, quelque chose de plus mou un peu, plus grossier, qui glisse un peu plus que quelque chose comme le petit train du Nord ou une piste ou un sentier, dans le fond, une piste cyclable de gravier. Ensuite, on va aller jusqu'à même des pavés comme à pavé Roubaix, du gravier de catégorie 3 et 4 qui est rendu là presque dans des sentiers finalement. Donc, si on revient et on a fait notre choix, on va dire justement, on va rester dans quelque chose justement pour la route. Moi, je vais choisir justement un pavé qui va être un peu d'usure, finalement, pas trop magané, un petit peu dur, quelque chose qu'on va avoir de façon assez régulière, quasiment ce qui est le plus fréquent sur les routes du Québec. Ensuite, la largeur du pneu.
Ça, c'est super important. Il est bien écrit ici. C'est la largeur du pneu mesurée et non pas la largeur du pneu qui est inscrite sur le flanc du pneu. Grosse différence à faire. Parce que si on prend l'exemple, justement, on va dire j'ai un pneu qui est 700 par 25. On peut se dire, bon, c'est 25 mm de large. Mais ça, c'est une mesure nominale. La mesure réelle peut être très différente en fonction de sur quelle jante il va être. Avant, dans des jantes, justement, des roues un peu plus vieilles, avec une largeur interne de 15 mm et des fois moins, ben là, ça aurait donné 24-25 mm de large au total. Mais maintenant, les jantes sont passablement plus larges. Ils vont aller jusqu'à 17-19 mm et encore beaucoup plus. Donc, ça va affecter la largeur totale. Donc, je donne un exemple, quelque chose comme un Grand Prix 5000, 700 par 25, dans une jante, installée sur une jante plus moderne, va facilement donner justement du 27 mm, ce qui va donner un volume plus élevé, donc qui va faire varier la pression optimale. Donc, on va y aller justement quelque chose comme ça. Je vais écrire 27 mm. Ensuite, le diamètre de la roue. On va avoir différents diamètres, ça c'est assez simple. 700 qui va être le standard au niveau de la route. Il va y avoir différents standards d'inscrits aussi. Donc ensuite, on va avoir un peu la vitesse moyenne, mais ça c'est un petit peu de façon subjective. Donc il va y avoir récréative, modérée, quelque chose de sortie de groupe rapide. Ensuite, on arrive même dans des catégories de courses presque semi-professionnelles à professionnelles et même catégorie de vitesse professionnelle. Pour les besoins de la cause, je vais mettre mon récréatif. Ensuite, la distribution de poids. Je vais mettre, justement, on regarde, il va y avoir justement différentes distributions de poids. Ça, c'est la distribution, dans le fond, la masse qui va être sur la roue d'en avant versus la roue d'en arrière. On regarde ici comme sur un vélo de contre-la-montre ou de triathlon, qui est à peu près 50-50. On a beaucoup de masse sur le devant vers l'avant à cause de la position. Ici, bon, vélo de route, 52% arrière, 48% avant. Ensuite, il est écrit comme bon, gravel bike, mountain bike, qui va avoir encore une plus grosse proportion de la masse vers l'arrière. Mais je vous dirais aussi, ça va aller en fonction de votre position. Donc, si vous n'avez pas une position qui est très agressive, vous avez une position qui va être plus en endurance, avec une position plus relevée, ben, peut-être plus choisir justement une répartition de poids qui peut s'apparenter à un gravel bike. Justement. Donc, c'est ce qu'on va prendre pour les besoins de la cause. Donc, on va faire ici, avec les données qu'on a, calculer la pression des pneus optimale. Donc, je ne sais pas si vous avez peut-être une idée, qu'est-ce que ça va être, qu'est-ce qu'il va donner, qu'est-ce que vous voulez. Ce que ça me donne, 83 et 79 PSI arrière-avant. Il y en a qui vont sûrement dire c'est beaucoup trop bas ou quoi que ce soit, donc parce qu'on vit encore dans une ère où les pressions des pneus, pour une grosse majorité des gens, sont trop élevées. Mais bon, comme on a déjà tout expliqué, il y a différents facteurs qui rentrent en ligne de compte et justement, on va faire quelques petites variations au niveau des données pour montrer qu'est-ce qui peut faire une grosse différence. On va commencer justement par la largeur du pneu. Donc, je disais 27 mm parce que c'est le volume réel du pneu. Si on avait pris justement, bon, selon des chartes ou selon quoi que ce soit, en fonction de 25 mm, en fonction de la mesure qui est écrite dessus. Donc, et d'une référence par rapport à ça. On refait le même calcul et on tombe à 93,5 et 89,5. C'est une grosse quand même augmentation au niveau de la pression optimale à cause juste de cette largeur-là. Donc finalement, c'est que si on a réellement 27 mm de large, mais qu'on a calculé en fonction de 25, automatiquement, on va avoir beaucoup trop de pression dans les pneus. Le volume fait une grosse différence. C'est ça qui est un problème aussi au niveau des trois de pression pour bien des gens. Parce qu'on peut venir d'une époque où la norme était peut-être plus 23 mm avant, et on pouvait mettre 110, 120 PSI, puis c'est trop pour la majorité des gens, mais disons que c'était moins pire. Mais que les gens ont migré vers des pneus 25 mm, avec des jantes plus larges, justement, qui se ramassent avec des 25, 27, 28 mm de large de pneus réels, mais qui ont gardé la même pression qu'avec les 23 mm avec des jantes plus étroites. Donc ça, c'est un gros problème, justement, de ne pas adapter la pression en fonction du volume. Donc, on va faire aussi d'autres variations. On va aller au niveau du pavé. Donc, je suis à ma place de mettre on va dire, moi, je m'en vais juste rouler sur le circuit Gilles Villeneuve.
super, super belle surface, super lisse, je peux me permettre d'aller un petit peu plus de pression dans les pneus à cause que la surface est si belle. Donc oui, on monte à 98,5 et 94, encore là avec une mesure, là, par exemple, je n'ai pas changé, de 25 mm. Donc la surface fait une grosse différence parce que si je reviens justement et je m'en vais à la place sur l'extrême un peu inverse que je dirais, je m'en vais même sur du Paris-Roubaix avec ces pneus-là. Je m'en vais faire ça et 76,5 et 73. Parce que justement, quand on arrive sur des surfaces plus accidentées, on veut avoir un peu plus de cette complaisance-là, justement, parce qu'il va y avoir beaucoup plus au niveau de l'hystérie, qui va avoir justement beaucoup plus de pertes liées au mouvement, liées à la surface de contact au sol. Donc, c'est ça ici. Vous pouvez jouer avec ça, ajuster selon justement vos données ou quoi que ce soit, puis commencer. Un mot aussi, si on revient sur la surface de contact, c'est sûr qu'idéalement, quand on part en quelque part, ben, on ne va pas nécessairement, on dit, est-ce qu'on va nécessairement juste rouler sur une sorte de route? Non, parce que des fois, on peut prendre justement une section où le pavé est neuf, une section où le pavé est plus endommagé. Donc, lequel qu'on prend, règle générale, à moins que ce soit vraiment minime, j'aime mieux le prendre en fonction un peu de la pire section. Donc, c'est-à-dire que si vous allez 50%, que vous savez que c'est sur du pavé neuf, mais 50% sur du pavé de mauvaise qualité, prenez en fonction du pavé de la mauvaise qualité. Parce qu'on l'a vu, se tromper de pression d'air, on est mieux de se tromper avec pas assez que trop. Donc, finalement, il y a plus à perdre à avoir trop d'air dans la moitié qui va être sur de la mauvaise asphalte que ce qu'on peut avoir à gagner sur la belle asphalte à rouler une pression trop élevée. Donc, toujours prendre un peu, dans le fond, le pire scénario qu'on risque de rencontrer au courant de la sortie. Donc là, on va parler des différents types de pneus. Lequel va être le plus performant, lequel va être le plus efficace finalement. C'est là qu'on va regarder parce que oui, il va y avoir trois grands différents types de pneus. On va regarder c'est quel. Le premier, évidemment, les boyaux. Ensuite, on va avoir les chambres, les systèmes justement de pneus avec chambre à air, qui est pas mal le plus commun. Et ensuite, les pneus tubeless. Lequel est le meilleur? C'est quoi les avantages de un versus les avantages de l'autre? Bon, on va les regarder chacun de façon individuelle, puis dire justement, si vous ne savez pas trop c'est quoi les différences, un peu les expliquer. Le premier, on a le boyau. On voit sa construction. C'est vraiment quelque chose justement qui est assez marginal et honnêtement, qui est mourant. C'est une technologie qui est mourante finalement. Et je vous dois dire, ça a raison un peu de disparaître comme technologie. C'est vraiment ce qui est utilisé en course depuis à peu près toujours et c'est encore quelque chose qui est utilisé au niveau des coureurs professionnels. J'ai expliqué pourquoi, mais je vais d'abord commencer par le principe. Au lieu d'être un pneu justement commun qui va juste comme attacher après une jante, c'est un pneu qui est rond, qui est complet avec, il y a une chambre à air à l'intérieur qui est généralement en latex, qui va être avec un pneu tout fermé, cousu, et on va coller finalement le pneu sur une jante spécifique pour boyau. L'avantage, disons, pourquoi que c'est quelque chose qui en course est utilisé depuis longtemps, légèrement plus léger, mais on va regarder que c'est de 1 relativement marginal et surtout que même si c'est plus léger, rarement, en fait, à peu près jamais, dans presque aucun cas, ça va pallier au fait que malheureusement, la résistance au roulement des boyaux, à tout le reste de la construction identique par rapport aux deux autres, c'est le plus lent. Pourquoi? Parce que la couche de colle crée justement, on dit, il y a une compression et un relâchement dans le pneu. Ben, en plus, là, la couche de colle, elle aussi, elle est compressée et relâchée. Et ça, le retour d'énergie d'une couche de colle qui est compressée et relâchée est vraiment pas bon. Donc, il y a beaucoup d'énergie finalement dans la résistance au roulement qui est comme absorbée par la couche de colle qui, à chaque fois que le pneu roule, est compressé, décompressé, compressé, décompressé. Donc, c'est pour ça que présentement, moi, c'est vraiment pas un concept que je peux
recommandé pour la majorité des personnes. En fait, même pour personne, je le recommande. C'est pourquoi ça y en reste encore. Pour les coureurs, jusqu'à tout récemment, l'argument principal était surtout au niveau de la sécurité en course, c'est-à-dire que s'il y avait une crevaison, étant donné que le pneu est collé dessus, il pouvait techniquement comme continuer à rouler dessus sur la crevaison en attendant que la voiture en arrière vienne faire le changement de roue. Donc, pour vous, est-ce que c'est applicable? Est-ce que vous avez une voiture en arrière qui va changer dessus? Est-ce que vous faut absolument que vous puissiez pouvoir continuer à rouler sur la crevaison? Je pense que pour 99,999% des gens, ce n'est pas applicable. Et on va voir que de toute façon, c'est un problème qui est maintenant comme réglé avec les tubeless aussi. Donc, c'est ça pour les boyaux. Ensuite, on va arriver aux chambres à air. Donc, ça, c'est vraiment le concept le plus connu. Un pneu ouvert où on va mettre un tube, une chambre à air à l'intérieur qui va faire la rétention d'air finalement. Les avantages, ben, c'est sûr que c'est le principe le plus connu, disons le plus simple aussi à utiliser pour Monsieur Manitou. Remplacer une chambre à air, c'est relativement simple, facile à faire pour tout le monde. Aussi, même si on a une crevaison sur le chemin, beaucoup plus simple que de commencer à décoller un boyau complet, d'avoir à traîner un pneu complet de rechange. Juste une chambre à air, ça va faire le travail. Ça se fait relativement simplement. Donc, ça, c'est au niveau de la simplicité, c'est vraiment ce qui est le mieux finalement. Ensuite, on va juste parler un petit peu plus du tubeless. Donc, c'est quoi le tubeless? Ben, finalement, ça ressemble finalement à un même principe qu'un chambre à air, c'est-à-dire que c'est un pneu ouvert, mais c'est un peu comme une voiture finalement, qui n'a pas de chambre à air. C'est qu'il va y avoir un scellant à l'intérieur qui va enlever justement, qui va retenir l'air à l'intérieur. Il n'y aura pas de tube. Donc, c'est quoi les avantages de ça? Premier avantage, au niveau justement des résistances aux crevaisons, dans le fond, la fiabilité. Le scellant peut aussi agir que s'il y a une perforation du pneu, mais le scellant va un peu boucher le trou qui peut s'être provoqué. Étant donné qu'il n'y a pas de tube non plus, moins de chance au niveau des crevaisons par pincement. Donc, ça, c'est tous des avantages par rapport à ça. Puis aussi, on va y venir, règle générale, ça peut être quelque chose qui est un peu plus performant. Pourquoi? Parce qu'on le disait, le pneu qui déforme, c'est des couches justement de matériel qui se frottent une contre l'autre. Donc là, si on enlève une couche carrément, qui est celle de la chambre à air, on réduit la friction à la déformation. Donc potentiellement, on peut augmenter la performance. On va voir un petit peu plus loin que c'est plus nuancé que ça. Mais bon, c'est quoi les désavantages d'un tubeless? Présentement, disons que oui, au niveau de l'installation, un petit peu plus laborieux. Je pense que c'est beaucoup par manque d'éducation aussi. C'est pas très très connu. Souvent, ça prend un compresseur ou quelque chose pour faire l'installation initiale. Ça prend du scellant qui, disons, 6 mois environ, faut remplacer parce qu'il peut sécher. Donc, c'est toutes des choses qui peuvent rentrer en ligne de compte. Ça prend des roues aussi qui vont être compatibles. Mais c'est ça. Au niveau d'un principe du tubeless, je dois dire aussi que c'est vraiment vers ça que l'industrie s'en va. Il va y avoir de plus en plus de tubeless dans les prochaines années. Ce qui devient aussi, bon, on parlait tout à l'heure des boyaux on peut rouler sur une crevaison. Maintenant aussi, ce qui remplace, il y en a qui peuvent mettre des inserts de foam à l'intérieur. Ce qui fait que s'il y a une crevaison, au lieu que le pneu devienne tout mou finalement et qu'il ne se tienne pas, on est plus à côté sur un insert de foam à l'intérieur. Donc, on peut continuer encore là à rouler. C'est ce qui était utilisé par une grosse partie des coureurs sur Paris-Roubaix cette année, entre autres, pour ces conditions-là. Une course qui disait depuis toujours que jamais on verrait autre chose que des boyaux, justement, parce que c'est ça qui est le plus fiable pour Paris-Roubaix. Et si les boyaux un jour venaient qu'à disparaître de Paris-Roubaix, ça voudrait dire la mort des boyaux. 2021 et cette année-là, finalement, pas tout le monde est avec des boyaux, mais beaucoup, beaucoup de personnes, dont ceux qui ont gagné, et les femmes et les hommes, avaient des tubeless. Donc, on voit les boyaux, les boyaux vont être vraiment appelés à mourir dans les prochaines années. Mais la question aussi, bon, c'est lequel qui va être le plus rapide, le plus performant? Boyau, est-ce que c'est les chambres à air? Est-ce que c'est tubeless? On en a parlé un petit peu, mais on va voir justement c'est quoi l'alliance. Disons,
C'est ça, la réponse c'est ça dépend. Mais disons, je l'ai dit, à construction égale, les boyaux sont plus lents pour la raison, comme je vous ai expliqué, de la compression de la colle. Donc, cet ajout-là de perte énergétique par la déformation, non seulement du pneu, mais en plus de la colle. Donc, et on va arriver après. Donc, c'est lequel? Les tubeless, on l'a dit, c'est généralement plus rapide qu'une chambre à air en raison de la déformation. Il y a moins de friction. Mais ça dépend lesquels. Pourquoi qu'on dit que généralement des tubeless, ça peut être plus rapide? Bien sûr, on a dit la couche de moins. Par contre, souvent, le pneu en tant que tel aussi, pour avoir une rétention d'air, va être un petit peu plus épais finalement que son équivalent qui va être spécifique pour une chambre à air. Donc, en fait, le pneu tubeless va être même plus de résistance, mais par contre, le pneu à chambre à air, lui, le problème, c'est même si le pneu en tant que tel seul a moins de résistance, il faut ajouter celle de la chambre à air, finalement, ce qui fait que souvent le total des deux devient plus élevé qu'un tubeless. Et c'est là qu'on va regarder, justement, au niveau des données. Puis on va voir que, dépendant du type de chambre à air qu'on utilise, il peut y avoir des énormes différences. Donc ça, c'est des tests qui ont été faits avec dans le fond, un Continental Grand Prix 5000 pour, dans le fond, avec une chambre à air. Et on voit que si dans le haut du graphique, on utilise justement des tubes au caoutchouc butyle, donc les tubes assez standards, puis même que les choix, justement, c'est même pas là, les moins performants. Si vous avez, vous, des tubes là, au caoutchouc butyle assez épais que vous avez payé pas cher, la résistance au roulement là, risque d'être encore plus élevée. Donc, on regarde là, d'entrée au tube de caoutchouc butyle relativement léger, on est à 0.003332, qui est une résistance au roulement beaucoup plus élevée que si on descend justement, qu'on change au niveau, c'est tout le même pneu, toute la même pression d'air, mais on fait juste changer le tube à l'intérieur. Si on descend après ça, on arrive dans des tubes, justement, les tubes au polyuréthane, qui vont être comme les tubes au litho, quoi que ce soit, qui sont reconnus pour être très légers. Puis oui, ils vont avoir une résistance au roulement qui va être plus basse qu'un tube de caoutchouc butyle. Là, on regarde des alentours comme un Tubolito S-Tubo qui va être à 0,002931. Déjà une grosse différence par rapport à, justement, en haut, un Schwalbe Extra Light qui va être 0,003332. Une grosse différence. Puis comme je dis, même si vous avez des tubes plus bas de gamme que ça, votre résistance au roulement est encore plus élevée. Mais si on descend encore, si on s'en va dans les tubes, on descend, au niveau des meilleurs, ben justement, on regarde les tubes au latex, comme les tubes au latex comme Challenge, Vittoria et Vredestein font. Énorme différence. C'est le même pneu, la même pression, tout ça, mais d'avoir passé d'un tube de caoutchouc butyle qui était à 0,0033 de résistance au roulement, juste en changeant de tube, on est tombé à 0,0026. C'est très, très grand comme différence, juste en changeant le tube. Donc, puis des chambres à air au latex, ça coûte pas grand-chose. C'est un investissement, dans le fond, qui a un très, très bon rapport qualité-prix. C'est un des meilleurs rapports qualité-prix, dans le fond, pour le nombre de watts sauvés par rapport au dollar investi. Donc, c'est là qu'on va voir. Bon, ça, c'est beau, c'est à travers tous les différents types de chambres à air. Mais où dans ce spectre-là se situe un équivalent tubeless, donc un Grand Prix 5000 tubeless? Bien, son CRR équivalent, c'est 0,002731 qui se situe justement dans la braquette relativement basse, mais pas au plus bas. Donc, ça demeure que, bon, de point de vue performance, si vous avez des pneus à chambre à air caoutchouc butyle, c'est ce qu'il y a de moins performant. Si vous avez un tubeless, c'est plus performant, mais l'ultime performance en général, ça va être d'avoir un tube, dans le fond, un pneu pour chambre à air, mais avec un tube de latex. Ça va être ça l'option présentement qui est encore le plus rapide, le plus efficace. Donc, on arrive un peu au récapitulatif de c'est quoi les meilleurs choix d'un point de vue équipement pour contrer la résistance au roulement. Donc, pour faire un récapitulatif, on l'a vu, des pneus de haute qualité, des pneus performants, c'est
énorme la différence que ça peut faire par rapport à un pneu justement qui va être plus rigide, qui va être de moins haute qualité, ou un pneu qui est très résistant aux crevaisons, très rigide, qui va offrir beaucoup plus de résistance au roulement. Donc un pneu de très haute performance, de très haute qualité. Je donne des exemples justement, il y en a plusieurs, mais comme des Grand Prix 5000 pour moi, présentement, un des vraiment probablement le meilleur choix qui existe pour la route présentement. Ou si vous voulez un pneu qui est un peu plus tout allé, plus polyvalent, qui va être utilisé autant route et gravier, et même ou sinon pour un gravel bike haute performance aussi. Challenge Strada Bianca qui est un pneu excellent, très basse résistance au roulement. Donc c'est tant qu'à moi deux des meilleurs choix pour différentes conditions. Il y en a d'autres évidemment, vous pouvez consulter le site web bicyclerollingresistance.com, mais disons que je mets en valeur ces deux choix-là présentement. Donc, et si on continue justement des chambres à air au latex. Je le répète, c'est un investissement qui est très abordable, probablement des meilleurs rapports que ce que ça va vous redonner en termes de watts sauvés par dollar. Des chambres à air au latex, si vous avez des chambres à air au butyl, c'est très grand comme différence. Donc, oui, ça perd son air un peu plus rapidement, mais ce n'est pas un problème à l'intérieur de la randonnée. C'est juste que oui, ça demande effectivement de gonfler les pneus avant chaque randonnée. Après ça, on va regarder pour la bonne pression. J'ai mis en parenthèse ou plus mou, parce qu'on l'a vu d'avoir une pression un peu trop basse, c'est moins pire que d'avoir une pression un peu trop haute. Et je mets l'emphase sur le un peu plus mou parce que je dirais que en grosse majorité du temps, une grosse proportion des cyclistes ont encore beaucoup trop de pression d'air dans les pneus. Ça vient encore de la croyance populaire du plus qu'on gonfle les pneus, plus c'est rapide. Donc, on y échappe pas. Disons qu'en général, il y a beaucoup plus de personnes qui ont trop de pression d'air dans les pneus que pas assez. Et là, justement, si on va à l'inverse, ben, les pires choix pour la résistance au roulement, ben, c'est ça, des pneus qui vont avoir des carcasses rigides. Bon, souvent, oui, qui vont avoir des résistances aux crevaisons qui vont être très élevées, ou une durabilité, ou un prix moins élevé, mais on voit que ça fait une grosse différence sur la performance, sur l'optimisation. C'est énorme comme différence. Donc, on pèse le pour et le contre, mais on voit là que c'est vraiment quelque chose que pour le prix qu'on peut aller chercher, c'est énorme ce que ça peut aller chercher comme différence. Ensuite, ben, des tubes de caoutchouc butyle. Vous en avez probablement à peu près toutes déjà dans vos pneus, mais pensez-y. Si vous ne voulez pas aller jusqu'au latex nécessairement, mais déjà d'aller chercher des tubes de caoutchouc plus minces fait une différence. Mais tant qu'à moi, il n'y a pas de désavantage à l'eau ou à latex. C'est pas moins résistant aux crevaisons. C'est juste que ça perd un petit peu plus rapidement. Mais de toute façon, si vous êtes en vélo de route, vous le faites déjà probablement. C'est juste que ça demande, avant chaque randonnée, de remettre de l'air dans les pneus. C'est vraiment, honnêtement, un upgrade qui est très peu coûteux et qui fait une énorme différence. Ensuite, ben, c'est ça, la mauvaise pression. Si vous roulez avec des pneus qui vont être trop gonflés, on l'a vu, vous laissez des watts sur la table, vous allez moins vite. Vous avez peut-être l'impression que vous allez plus vite, parce qu'il y a des mécanismes psychologiques qui donnent cette impression-là. Mais en réalité, c'est mesurable. Trop haute pression, c'est plus lent.